Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au CUM. Nous sommes très très heureux aujourd'hui de recevoir le trio Vocacello. En effet, aujourd'hui est un grand jour parce qu'il clôt le cycle que nous avions initié sur René Girard, ce grand penseur. Nous avons eu la chance pour ce 100e anniversaire cette année d'avoir déjà des conférences passionnantes sur l'homme, sur sa pensée. Et aujourd'hui, comme c'est la dernière manifestation liée à ce cycle, nous avons pensé que peut-être nous pouvions le redécouvrir d'une manière un petit peu différente grâce à ce superbe trio qui va nous faire découvrir donc son œuvre à travers la musique, à travers les goûts de René Girard et à travers aussi des lectures pour que vous puissiez faire sa plus ample connaissance avec lui, mais sous un jour différent. Alors au nom de Christian Estrosi, je vous remercie d'être là. Je suis très très heureuse de recevoir le trio Vocacello. Et donc à la mémoire de René Girard, je vous souhaite une très bonne conférence. Mon père, sa famille était en partie provençale, en partie originaire d'Auvergne. Ils étaient d'un milieu de petite bourgeoisie. Mon père est le premier intellectuel de la famille. Il a fait l'école des Chartes avant la Première Guerre mondiale. Il a été conservateur de la bibliothèque et du musée Calvé. Puis à la fin de sa vie, il était conservateur du Palais des Papes aussi. Alors il était très dévoué à son travail, il était un chartiste passionné, il connaissait Avignon par cœur. Il a fait un livre qui s'appelle « L'évocation du vieil Avignon ». C'est le livre sérieux sur Avignon qui va de maison en maison. Ma mère sort d'une famille beaucoup plus bourgeoise, surtout du côté de sa mère, même avec des prétentions un petit peu aristocratiques. Elle était intellectuelle aussi, elle est une... Je dis quelque part, je crois qu'elle était une des premières, ou peut-être la première femme à obtenir le baccalauréat dans le département de la Drôme. C'est quelque chose. J'ai quand même des souvenirs, elle était italianiste. Elle nous lisait, lorsqu'elle était enfant, des passages de Manzoni, Promessi Sposi. En particulier le début qui est magnifique, les bravi. Et nous, la seule chose qui nous intéressait, c'était ce qu'on appelait la peste de Milan, qui se trouve au paroxysme du roman, et c'est la grande peste de Milan au XVIIe siècle, enfin, qui est une chose très connue. C'est un thème qui reviendra beaucoup dans votre œuvre. Et oui, au fond, c'est vrai. Oui, oui. C'est mon premier contact avec la peste, si j'ose dire. Non, mais j'ai eu aussi la fièvre typhoïde à l'âge de 10 ans, et paraît-il, c'est ce que mon père disait, c'est à cause de moi qu'on a changé les canalisations d'eau à Avignon, etc. Il y avait eu encore 1 ou 2 cas de typhoïde. Et j'ai joué un rôle dans la modernisation du système d'eau d'Avignon, comme victime. Quand on est malade et au lit, on lit des livres. Quel est votre premier livre qui vous a vraiment marqué? Ah, bien écoutez, je peux vous dire ça assez exactement parce que je me souviens des premières phrases que j'ai réussi à lire tout seul. Et ça s'appelait Passepartout et l'affamé, par un monsieur Laumont, je crois, et c'était une version enfantine du roman de renard. Le livre animalier, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'après, j'ai beaucoup aimé le livre de la jungle de Kipling et ce genre de choses. Peut-être plus le livre de la jungle de Kipling. Le livre de la jungle de Kipling, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais est vraiment très important pour mes thèmes si on le regarde de près. Parce que presque tous les épisodes se terminent par 1, 2, 3 meurtres collectifs qui sont parfois agencés d'une manière admirable. Je ne sais pas. J'ai essayé de chercher un petit peu, pas assez, dans les travaux sur Kipling pour savoir si on s'est vraiment intéressé aux sources. Et j'ai jamais obtenu de résultats très intéressants, vous savez.
Tous les héros de romans attendent de la possession une métamorphose radicale de leur être. À mesure que s'enflent les voies de l'orgueil, la conscience d'exister se fait plus amère et plus solitaire. Elle est pourtant commune à tous les hommes. Pourquoi cette illusion de solitude qui est un redoublement de peine ? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils plus alléger leurs souffrances en les partageant ? Pourquoi la vérité de tous est-elle enfouie profondément dans la conscience de chacun ? Tous les individus découvrent dans la solitude de leur conscience que la promesse est mensongère, mais personne n'est capable d'universaliser cette expérience. La promesse reste vraie pour les autres. Chacun se croit seul exclu de l'héritage divin et s'efforce de cacher cette malédiction.
Le péché originel n'est plus la vérité de tous les hommes comme dans l'univers religieux, mais le secret de chaque individu, l'unique possession de cette subjectivité qui proclame bien haut sa toute-puissance et sa maîtrise radieuse. Je ne savais pas, remarque l'homme du souterrain, que les hommes puissent être dans le même cas, et toute ma vie, je cachais cette particularité comme un secret. Moi, je trouve que les meilleurs passages de mensonge romantique et vérité rebelle sont ceux qui montrent que le plus intime chez un individu n'est pas intime du tout. Par exemple, pour René Proust, dans la première fois qu'il va au théâtre, il va voir la Berma. Il est complètement fou de la Berma parce qu'il s'est excité sur les affiches et tout ça. Il est un désir éperdu de la Berma. Et naturellement, il va être déçu. Il est déçu de façon absolue parce que son rêve n'avait aucun rapport avec la réalité. Et alors le lendemain,
Monsieur de Norpois rend visite au narrateur et à son père, et le père est un homme très respectueux des hiérarchies, etc. Il demande à monsieur de Norpois, mais est-ce que vous avez vu cette représentation de Racine par la Berma, etc. Oui, délicieux, extraordinaire. Il dit 2 ou 3 banalités qui restaurent le désir, non pas du père, mais du petit Proust. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui n'est pas vrai, même à ses propres impressions. Qui revient. Et si vous regardez la scène, ça vous donne une impression de vérité tellement prodigieuse que personne ne voit, que tout est fait avec autrui. Personne ne le voit. C'est là que vous sortez, pour définir le désir mimétique, un désir que vous appelez triangulaire. Comment se structure-t-il? Ce désir est un triangle, parce que le désir subjectif ou objectif, c'est toujours une ligne droite. On part de l'objet pour aller au sujet, ou on part du sujet pour aller à l'objet. On désire un objet parce que cet objet est meilleur que les autres, ou c'est le sujet qui dit, moi, je désire ce que je veux, et j'ai élu cet objet-là. Pas parce qu'il est meilleur, c'est tout ça, mais c'est moi. Ça vient de mon moi profond. Alors je pense que le roman montre toujours que derrière, il y a la Berma, il y a les affiches, il y a l'odeur du monde, il y a Monsieur de Norpois. Donc, entre le sujet et l'objet, un médiateur. Un médiateur qui est capital. Qui est à la fois modèle, Modèle, et alors, s'il est trop proche, obstacle. il devient obstacle. Et ça, c'est très important, cette distance. Parce que c'est la différence entre le désir de Don Quichotte. Don Quichotte, il rencontre les boulets avant, bien sûr, mais ça ne le gêne pas. Il ne rencontre jamais Amadis sur sa route. Donc, il est essentiellement heureux. Tandis que Samson Carrasco, son désir commence par la perte de la bataille avec Don Quichotte. Donc, il est essentiellement rival et malheureux. Je ne voyais pas le côté moderne de Don Quichotte. Le problème de Don Quichotte aujourd'hui, c'est ça. Les gens se disent où est le moderne, où est l'ancien. Ils ne voient pas que Don Quichotte n'est pas de son époque, n'est-ce pas? Veut ressusciter un Moyen-Âge qui a complètement disparu. Donc, Samson Carrasco veut guérir Don Quichotte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'armer chevalier. Et il va se donner un écuyer semblable à Sancho Panza. Et il va se mettre à jouer de la guitare, je ne sais pas quoi, dans un petit bois, tout près de l'endroit, et Don Quichotte découvre ce chevalier pleurant, etc. Donc est d'accord avec lui, jusqu'au moment où ils se mettent à comparer leurs dulcinés respectifs. Et à ce moment-là, bien sûr, 10 secondes plus tard, ils se provoquent et vont se battre. Et Samson Carrasco est absolument certain qu'il va régler son compte instantanément à Don Quichotte, qui, Rocinante ne tient pas debout, etc. Mais pour la seule fois de sa carrière, il y a un petit caillou qui s'interpose entre le sabot du cheval de Samson Carrasco, et Samson Carrasco est battu. Alors là, le vrai truc admirable, c'est qu'il est vraiment contaminé par le désir mimétique.
I thought I had already talked about passion in Shakespeare. And all I found in Shakespeare in the way of passion is, of course, as usual, mimetic desire, mimetic rivalry, all sorts of mimetic things. And this finding is legitimately questioned, because there is one play in Shakespeare that seems to celebrate what Shakespeare and the Elizabethan period in English called true love. And true love is a technical term in Shakespeare's English, probably many other poets of the same period, which means spontaneous love, which means the opposite of mimetic desire. Most heroes in Shakespeare talk about true love as being their love, but it's not true. But in Romeo and Juliet, you can make a special case for the truth of the love of these two. And you can make a special case because it begins with a prologue, which says more or less nothing else. That these two children love each other innocently, and that they are really the victims of the blood feud of their parents. It sounds a little bit like the modern slogan, make love, not war, you know? And Shakespeare knew all the tricks. At the end of the 16th century, he knew them very well and he used them perfectly. Then at the end of the play, you have the Duke. The Duke who, in a way, repeats the same thing and tells us that Romeo and Juliet are the victims of the world around them, of the city of Verona, of the old people who make war. And he calls them poor sacrifices of our enemy. Therefore, they are portrayed as innocent victims of a blood feud with which they have absolutely nothing to do. They are the very antithesis of it. Toi
Le vaniteux veut tout ramener à lui-même, tout rassembler dans son moi, mais il n'y parvient jamais. Il souffre toujours d'une fuite vers l'autre, par où s'écoule la substance de son être. Stendhal a parfaitement compris, comme Dostoïevski, qu'à l'origine de ce malheur, il fallait une promesse non tenue. C'est pourquoi il attache beaucoup d'importance à l'éducation de ses personnages. Les vaniteux sont très souvent des enfants gâtés, flattés par des courtisans sans scrupules. Ils sont malheureux parce qu'on leur a répété tous les jours pendant 10 ans qu'ils devraient être plus heureux que les autres. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Vous êtes joli que vous me semblez beau. Sans vous dire si votre ramage, c'est l'amour dans votre plumage. Vous êtes le fenêtre des hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le phénix, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, le renard s'en saisit et dit Mon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. C'est un leçon, ou bien un fromage, ou bien un fromage sans doute. Le corbeau était confus, jura mes appétants qu'on ne les prendrait plus. Jura mes appétants qu'on ne les prendrait plus. Le modèle obstacle scandalise le sujet à partir du moment où, comprenant que le sujet désire la même chose que lui, il se fâche. Au lieu d'approuver, le sujet arrive comme un disciple. Ô toi, mon médiateur, qui sais tout, tu sais quel est l'objet désirable. Donc, sur tes conseils, je vais désirer cet objet. Et alors là, d'un seul coup, il est repoussé, rejeté. Alors le scandale, c'est ça. Il s'attendait à être accueilli. Bien sûr, tu as raison. D'ailleurs, on pourrait dire que la vraie famille, et c'est là où Freud se trompe totalement, le père introduit son fils au désir légitime. Et le fils, c'est pas la mère qui désire sexuellement, parce que c'est pas vrai qu'un petit enfant désire sa mère sexuellement. Ce sont toutes les choses de la vie, n'est-ce pas, auxquelles le père peut l'introduire, parce qu'il n'est pas en rivalité avec lui. Moi, je dis la preuve que Freud est faux, je l'ai comprise le jour où j'ai eu un fils qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et un fils ne peut parler de ses succès qu'à son père, alors qu'il ne peut pas en parler à ses pères, parce que ce sont ses rivaux. Donc, s'il leur en parle, vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes 2 candidats pour une bourse, à l'université, vous serez l'ami des gens qui sont de la même discipline que vous, qui donc solliciteront les mêmes places que vous, les mêmes bourses que vous, etc. Si vous vous vantez auprès d'eux, vous êtes tout de suite ennemis.
Mais vous avez votre père, et là le père est fait pour ça, le père est heureux comme un roi. N'est-ce pas? Freud n'a pas vu ça dans la famille. C'est épouvantable, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toute une éloge de la famille à faire à partir du désir mimétique, justement. De comprendre que la vraie famille est celle qui vous permet de faire l'apprentissage du désir mimétique en vous prévenant des difficultés. René Girard n'était pas docile, mais il était fidèle. Il est revenu à la foi et à l'Église de son enfance, non par sentimentalisme ou par élan mystique, c'était un rationaliste. Il y est revenu parce que sa théorie l'y ramenait, il s'est converti lui-même.
Comme ma conversion m'avait rendu curieusement sensible à la musique, j'en écoutais beaucoup. C'est de cette époque que date le peu de culture musicale que je possède, en particulier côté opéra. Les Noces de Figaro sont pour moi, chose bizarre, la musique mystique par excellence, avec le chant grégorien. Je me suis mise à aimer aussi toute une musique moderne que je n'avais jamais appréciée auparavant. Mahler, Stravinsky, les Russes contemporains. Je pense qu'entre les possibilités qui s'ouvrent lorsque le désir mimétique révèle vraiment sa vanité, c'est la mort, c'est le désespoir, mais c'est aussi l'idée il doit y avoir autre chose dans cette existence que ce que j'ai vécu jusqu'ici. Donc il y a plusieurs façons de vivre ceci. C'est pourquoi je parle de conversion. La conversion à l'œuvre, sur le plan symbolique, est tout à fait parallèle à la conversion religieuse. D'ailleurs, dans la recherche du temps perdu, c'est une évidence première, tout le monde le sait, que Proust utilise une symbolique chrétienne. Et même, non seulement il utilise une symbolique chrétienne, mais on sait qu'à la même époque, il avait demandé à qui? À Gide, s'il fallait regarder du côté du christianisme lorsqu'on faisait l'expérience qu'il était en train de faire. Et Gide lui avait dit non, 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 bien entendu, etc. Et ça, c'est tout à fait frappant et extraordinaire. D'autre part, il y a
dans le Contre Sainte-Beuve, vous savez, il y a des manuscrits de l'époque de la... On voit la jeunesse des personnages, d'ailleurs. On voit la jeunesse des personnages, mais on voit aussi, il y a aussi un texte, et je crois que je l'ai mentionné, mais je suis pas sûr d'avoir mentionné finalement, où Proust dit toutes les grandes œuvres, où il décrit littéralement le temps retrouvé dans Don Quichotte. Il dit la mort de Don Quichotte a un sens symbolique, et c'est la capacité pour Cervantes de créer son œuvre qui arrive à ce moment-là, au moment où Don Quichotte nous dit sur son lit de mort la vanité de son désir. Et il cite plusieurs romanciers là. Il cite l'expérience de Chateaubriand, qui est une expérience du désenchantement, beaucoup plus romantique évidemment, mais qui ressemble malgré tout. Mais il cite des romanciers inattendus, comme un peu oubliés aujourd'hui, comme George Eliot. Et je crois qu'il cite aussi Le Rouge et le Noir, ou La mort d'Emma Bovary aussi. Mais l'essentiel aussi, c'est Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, c'est moi, à mon avis, surtout dans cette expérience de la mort. Ce goût de poison que Flaubert dit avoir eu dans la bouche pendant qu'il écrivait cette scène correspond à cette expérience de la conversion dans la mort imaginaire peut-être, n'est-ce pas, mais qui est le passage à la grandeur romanesque. Et qui est aussi le passage moment du romantique au romanesque, pour employer le vocabulaire de l'œuvre. Et Madame Bovary crache de l'encre sur Elle son lit crache mort. de l'encre. Vous avez raison. Ah, mais c'est ça, non. Là, c'est une très bonne idée. J'ai jamais pensé à ça.